On écoute. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes Pranex International en Espagne. Et donc, nous avons pensé à effectuer ce webinaire car nous sommes un cabinet qui accompagne des entreprises françaises donc sur la péninsule ibérique et notamment sur l'Espagne. Et donc nous allons aujourd'hui aborder le thème de comment embaucher son country manager en Espagne. Donc, je vous invite à poser des questions durant la présentation et nous y répondrons donc à la fin, donc durant 10 ou 15 minutes, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Voilà. Donc afin d'aborder ce thème, donc on va aborder plusieurs aspects de la gestion d'une structure localement, à savoir donc sur une première partie, quel type de structure pour porter ses salariés, quels sont les fondamentaux du droit du travail ici en Espagne et les différences avec la France, comment on négocie un contrat, quels sont les avantages en nature et les avantages aux salariés ici localement, quels sont les impôts sur le revenu, et enfin combien ce salarié coûtera en Espagne et combien gagnera-t-il. Voilà. Donc on va débuter par la France en Espagne. Donc on a eu un flux 2017 particulièrement important. Donc pour la première fois, on est la première destination en Europe des implantations françaises devant l'Angleterre et deuxième destination au monde derrière les États-Unis. Donc sur ces destinations, donc, il y a eu près de la moitié d'implantations à Barcelone et à Madrid, excusez-moi, et 30-35% à Barcelone. Cela représente environ 70 projets et parmi ces projets, il y avait 42% de start-up, 20% de PME et 38% de TI. Et sur ce flux d'implantation, un projet sur 4 était de l'acquisition. Donc en organique, nous étions à 75% de projets en croissance organique. Donc ensuite, sur la France en Espagne, en tant que stock d'investissement français, donc ça représente plus de 2000 filiales françaises. 20% du chiffre d'affaires des filiales étrangères ici en Espagne est généré par des filiales françaises. Il y a 10 grands groupes français présents dans le top 100 ici en Espagne. Et la France est le premier partenaire commercial de l'Espagne, pour l'Espagne. Donc, il y a plus de 100 000 expatriés également ici en Espagne. Donc, la France et les Français sont très présents à Madrid, à Barcelone et en Espagne de manière plus générale. Donc, on va aborder le premier thème de ce webinaire, c'est « Est-il possible d'embaucher un salarié sans structure locale ?» Donc, afin de répondre à cette question, donc la réponse est oui, mais ou non, mais, car cette décision va dépendre dans un premier temps donc, de la nature de votre activité et du développement futur que vous espérez de cette activité ici en Espagne. Donc en fait, il y a une notion fondamentale à comprendre, c'est la notion d'établissement stable. Donc est-ce que l'activité que je vais effectuer en Espagne sera qualifiée par l'administration fiscale locale d'un établissement stable et donc soumis à l'impôt sur les sociétés localement. Donc ça, c'est la première notion à comprendre, afin de savoir si je vais avoir besoin d'une structure locale et identifiable par l'administration fiscale ou une structure non résidente avec un impôt qui sera toujours payé en France. Donc, pour ce faire, il y a, on va revenir sur la slide juste avant. Pour ce faire, donc, pour illustrer cette notion, donc, il y a 3 exemples. Donc, par exemple, s'il y a un salarié à vocation commerciale qui travaille ici localement en Espagne et qui développe pour l'activité commerciale, même s'il n'y a pas de facturation locale, cette activité est identifiée comme créatrice de valeur ici localement et donc sera qualifiée d'établissement stable. Idem pour un technicien qui ferait des prestations de services localement et qui aurait vocation à générer un chiffre d'affaires plus global, c'est également un établissement stable. Et si jamais c'est simplement pour prospecter le marché espagnol, ce serait un établissement non permanent, non stable, et donc le bureau de représentation se prêterait tout à fait à cette activité-là. Donc, on va aborder les types de structures, donc on les a déjà succinctement dites. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc là, on va dire le premier degré d'implantation localement, c'est le bureau de représentation.
Donc, c'est des formalités de création plus légères que pour une filiale ou une succursale. Et donc, il n'y a pas de comptabilité localement, parce que ce n'est pas un établissement stable. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer localement au fisc espagnol. Et par vocation, donc, ce bureau de représentation n'aura pas d'activité commerciale, il n'y aura pas de facturation locale. Ce sera une vocation de prospection et ça sera pour tester le marché espagnol si réellement c'est un marché prometteur. Et dans ce cas-là, il faudra par la suite créer une filiale si vous voulez opérer localement. Donc ensuite, il y a la succursale qui est très proche dans sa forme et dans sa structure de la société à responsabilité limitée sur les démarches de création et de gestion. Donc ce sera peu ou prou les mêmes obligations que pour la société limitée ou la société anonyme. À noter que la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de distinction juridique entre la maison mère et la filiale. C'est-à-dire que la maison mère est solidaire de manière illimitée sur l'activité de sa succursale ici en Espagne. Donc c'est un véhicule qui est plus approprié pour des activités régulées comme la banque, les compagnies aériennes, les compagnies de voyage. Donc c'est quelque chose de régulé et qui entraînera très certainement des obligations supplémentaires, comme par exemple la souscription à des régimes de responsabilité civile plus importants que pour une activité non régulée. Et ensuite, au niveau des délais de création, donc, on part du numéro d'identifiant étranger local, donc qui est une solution qui est parfois utilisée lorsque, par exemple, une société doit déclarer de la TVA localement, mais n'a pas forcément d'activité ou n'a pas son cycle commercial complet en Espagne. Elle peut opter pour un numéro d'identifiant étranger qui lui permettra d'ouvrir un compte en banque localement et de payer ses impôts localement. Donc, globalement, on voit que la différence n'est pas très importante entre les différentes étapes de l'implantation. Donc, c'est entre 40 et 90 jours, suivant si c'est un bureau de représentation ou une société ici en Espagne limitée ou anonyme. Et donc, les éléments déterminants de cette constitution de filiale, donc qui sont, on en a listé au nombre de 6, il y en a très certainement plus. Donc déjà, il faudra d'abord une adresse sociale et fiscale locale qui permettra d'être un point de contact important avec les administrations ici en Espagne. Ensuite, il faut déterminer une gouvernance d'entreprise claire locale. Est-ce que j'aurai un seul gérant, des gérants solidaires? Est-ce que j'aurai un actionnaire minoritaire local? Est-ce que je vais déléguer des pouvoirs localement pour un certain nombre d'activités? Ensuite, au niveau du capital social, est-ce que je vais doter ma structure du capital social minimum? Est-ce que je vais augmenter ce capital pour faire face à certains mois d'activité? Ensuite, est-ce que je vais rédiger ou pacter une convention de prêt entre ma maison mère et ma filiale afin de faire face aux premières dépenses avant que soient générés les premiers chiffres d'affaires? Et ensuite, un partenaire bancaire ici efficace localement qui permettra d'agiliser, qui permettra de flexibiliser et d'accélérer le processus de création. Et ensuite, un partenaire donc, local comme Pramex qui permet d'accompagner donc les sociétés françaises sur un certain nombre de sujets locaux, comme la fiscalité, la comptabilité et les ressources humaines. Donc, je vais passer le flambeau à ma collègue de travail, donc Paz, qui va aborder avec vous donc, les thèmes fondamentaux du droit du travail. Bonjour, oui, on va parler un petit peu des ressources humaines. Et je crois que c'est très important pour les sujets de cette webinaire, que c'est comme bouger votre country manager en Espagne. Et donc, si vous pouvez, voilà. Et on va parler des trucs fondamentaux des droits. Et vous pouvez voir qu'il y a des éléments de base. Vous devez savoir que les droits espagnols est vraiment similaire aux droits de travail français, mais les droits de travail espagnols, c'est plus flexible. Comme vous pouvez voir, il y a un salaire minimum et vous pouvez voir qu'il y a 4 semaines de congés, 14 jours, des jours fériés, etc. Mais il y a des choses, que la commission collective il peut changer. Donc, vous pouvez voir les éléments de base, mais il y a des exceptions, mais c'est toujours les minimums et la convention est la meilleure.
Et pour parler des charges patronales, je crois que c'est vraiment important, la différence entre l'Espagne et la France. On doit dire que les charges patronales en Espagne, c'est moins. Et aussi, ils sont capés. Donc, l'entreprise, il va payer, et les salariés aussi, et seul pour la base maximale, que c'est environ entre 1 800 €. Donc, ça, c'est très bon pour les salariés, qui ont un salaire vraiment supérieur, parce qu'ils devaient payer des moins. OK, pour l'entreprise, c'est 29,9, et pour les salariés, c'est 6 avec 35. Ça, c'est pour les CDI. Mais on va parler après des différents types de contrats. Oui, parce que c'est comme... Ouais. Et comme négocier un contrat de travail, bon, il y a différents types de contrats de travail. Donc, il faut passer. Donc, une question qu'on a beaucoup de fois, c'est si on peut utiliser les contrats français, mais non, les contrats français classiques. Et c'est pas possible d'utiliser ici en Espagne. Et vous avez l'option des contrats détachés, mais vous devez savoir qu'il y a une limite de 2 ans. Et pour ces contrats, et la cotisation, c'est la sécurité sociale française, donc c'est plus cher, et les charges patronales aussi. Après, on a mis les contrats expatriés, même si c'est un contrat qui est vraiment peu utilisé. En Europe, vous devez savoir qu'il y a l'option, c'est vrai, et qu'il n'y a pas limite temporaire, mais c'est pas pareil au contrat espagnol, et vous pouvez l'utiliser, mais on croit que les plus bons, c'est les contrats locaux, et nous sommes en train de parler des country managers, on parle du CDI, qui n'a pas de limite temporaire. C'est selon c'est un contrat espagnol, donc vous devez payer les charges patronales en Espagne, et vous devez faire tout selon la loi espagnole. Et vous devez savoir qu'il y a, si les salariés qui va être votre country manager ou une autre, non, c'est avant. Si c'est un mandataire social, la loi, il a prévu un contrat spécifique, c'est la loi commerciale. C'est différent, et il y a des trucs spécifiques, mais bon, on doit dire que c'est pas très très normal. On va parler un peu plus du CDI. Oui, juste passer la suivante. Pour les salaires, c'est important de savoir que vous pouvez pacter les salaires en brut ou net. Ça dépend un peu de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va payer? Normalement, on doit dire que l'Espagne, c'est en brut, mais c'est sûr qu'on peut le faire en net. Et aussi, un truc important, c'est pour les numéros des fiches de paie, parce que normalement, dans la commission collective, il dit qu'il y a 14, quelque chose comme ça, et peut-être c'est différent, mais c'est la troisième et 14e paie, et normalement, c'est au prorata dans 12 mois. Pour les périodes d'essai, ça c'est quelque chose de différent, parce que le plus important, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas la possibilité d'être renouvelable. Ici, selon les postes qu'il va avoir, vous pouvez les mettre 3 mois ou 6 mois, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas changer ça après. Donc, c'est très important de choisir ça au début du contrat. Un autre truc très important, c'est la non-concurrence, parce qu'on connaît qu'en France, il y a la possibilité que c'est l'entreprise qui peut choisir si finalement il va avoir la non-concurrence ou pas. Mais en Espagne, c'est nécessaire d'avoir un accord avec les salariés. Donc, en cas de rupture, vous ne pouvez pas l'annuler de manière unilatérale. Donc, ça, c'est très, très important. Et aussi, c'est important l'exclusivité.
parce qu'en Espagne, vous devez faire une rémunération chaque mois pour que les salariés ils ne travaillent pas pour des autres compagnies et tout ça, et c'est seul votre salarié. Sinon, si vous ne les payez pas dans la fiche de paie, c'est pas valable. Donc, un autre chose, non, c'est bon. Un autre chose, c'est important, c'est pour les heures supplémentaires. En Espagne, il y a une limite et 60, ouais, 80 heures par an. Et les salariés, ils ne peuvent pas faire de plus. Donc, ça, c'est important de savoir. Et aussi, on peut parler des conditions de licenciement, parce que c'est sûr que nous sommes en train de parler de sujets de comment embaucher, mais c'est bon savoir qu'en Espagne, il y a c'est plus flexible qu'en France, et voilà, il y a des limites pour les indemnités, et par exemple, on a les licenciements qui a l'indemnisation plus grande, c'est 33 jours pour chaque année que le salarié il a travaillé avec vous. Donc, c'est différent qu'en France. Et c'est aussi différent parce que les préavis, c'est des 15 jours. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est les 33 jours que c'est un type de licenciement spécial. Et les licenciements, ils peuvent être dans les mêmes jours. Donc, ça, c'est important de savoir. Ouais. Oui, parce que c'est plus flexible qu'en France. Ouais. Bon, les country managers, c'est vrai qu'il a un CDI parce que c'est le premier salarié, mais on a beaucoup de contrats et temporels, des CDD. L'Espagne, c'est le premier pays avec les CDD. Avant, il était la Pologne, mais on a changé. Bon, et en Espagne, il y a différents. Et ça dépend un peu du travail qu'il va faire, vraiment les salariés. Il existe un contrat qui peut être de 3 ans, donc c'est vraiment beaucoup pour être un CDD. Mais il y a des autres qui sont 6 mois, mais vous pouvez faire la rénovation ou une autre qui peut être seul 3 mois. Ça dépend un peu de ce que vous voulez. Il y a des contrats pour les personnes qui sont en train de sa formation et s'ils sont moins de 30 ans, 30 ans, ouais, voilà, c'est bonifié. Ça, c'est bon parce que si vous ne pouvez pas faire le stage, ça, c'est une bonne option pour faire ça. Ouais, mais il y a des autres options. Si vous ne pouvez pas faire un contrat ou c'est une autre activité, il y a des options, des freelances, mais vous devez savoir que les freelances est libre, donc l'exclusivité, c'est pas possible avec les freelances. Et il peut faire quelques sujets concrets, oui, mais il peut travailler avec beaucoup d'entreprises, c'est sa nature. Et aussi, il y a des agences d'intérim, mais les problèmes des agences, c'est que les coûts, c'est plus haut. Donc, peut-être il y a des autres options, c'est moins, il y a avec moins de coûts, mais comme la création. Ouais, voilà, comme la création. D'entreprise et d'un contrat de travail local finalement. Ouais. Parce que vraiment, s'il est avec l'agence, il n'a pas de contrat avec toi, donc c'est moins sûr, vous pouvez moins faire. Bon, et les sujets suivants, c'est les avantages de nature. Et donc, mon collègue Victor, il va parler très bien de ces sujets. Merci. Merci, Paz. Donc, on va aborder le sujet des avantages en nature sur la rémunération des salariés en Espagne. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément d'avantages en nature. Vous avez différentes typologies. Vous avez des tickets restaurants, des garderies, des véhicules, des logements, des assurances. Et à savoir que c'est assez varié et qu'il y a, dans la plupart des cas, des avantages fiscaux et sociaux finalement de ces avantages en nature. Voilà, donc vous avez un sujet important à tenir en compte, c'est que c'est limité à 30% du salaire brut, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une rémunération
exclusivement l'avantage en nature, elle est limitée à 30% du salaire. Tout cela, c'est bien sûr parce que vous avez beaucoup d'exemptions concernant les cotisations salariales, mais aussi l'impôt sur le revenu, et donc cela est limité forcément. Les avantages en nature les plus appréciés en Espagne sont ceux concernant les tickets restaurants, le véhicule et les assurances privées. Nous avons voulu mentionner la partie des assurances privées dans la suivante slide, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, vous n'avez pas de complémentaire santé comme en France, ni de mutuelle qui vous couvre dans un système, disons, complet. En France, en Espagne, vous avez deux systèmes de santé, privé et public, qui sont totalement séparés, donc qui ne sont pas complémentaires, et donc pour pouvoir pallier à un système de santé publique, disons, qui peut être engorgé et qui n'est pas adéquat dans certains cas pour les salariés, surtout français, qui viennent habiter en Espagne. Il existe un système de santé privé qui est très prisé par les salariés espagnols finalement, et donc c'est un avantage en nature qui est très apprécié en Espagne à des coûts qui ne sont pas très importants finalement, parce que cela dépend de l'âge de la personne, de sa situation personnelle, mais ça peut tourner autour de 600, 700 euros maximum par an, donc c'est vraiment un avantage très important, qui en plus est défiscalisé, donc c'est très intéressant. Donc, quel impôt sur le revenu? À savoir qu'en Espagne, vous avez un impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, ça c'est une partie importante. En France, ça fait d'ici peu, en principe en janvier 2019. Donc en Espagne, ça fait plus de 20 ans que le système d'impôt sur le revenu. Une différence fondamentale par rapport à la France, c'est que l'impôt sur le revenu est calculé par les entreprises en Espagne. C'est la responsabilité des entreprises de bien faire le calcul et de verser son montant. En France, ça sera le Trésor public qui va faire ce calcul à un moment donné, même si l'entreprise devra faire cette retenue et la reverser à un moment donné. Mais en Espagne, c'est vraiment l'entreprise qui a connaissance de la situation personnelle et familiale du salarié et qui est en charge de cette retenue. L'impôt sur le revenu est à taux variable, donc vous avez des taux qui vont de 19 à 45%, sachant que les régions espagnoles, la décentralisation de l'Espagne permet aux régions de taxer 50% de l'impôt sur le revenu. Donc, ces taux sont modifiés par les régions. Un exemple, en Catalogne, le taux maximal est de 51% et non pas de 45%. Et à Madrid, il est de 42%, donc en dessous de ce que préconise l'État. Donc, il y a une grosse différence pour les salaires assez élevés entre votre imposition à Madrid et à Barcelone, finalement, par cet impact d'imposition des régions espagnoles. Vous avez deux régimes favorables très spéciaux en Espagne. Vous avez la possibilité, surtout pour les country managers qui ont très souvent aussi une activité en France, donc pour la maison mère, c'est la possibilité pour ce salarié qui est contractualisé en Espagne d'avoir une exonération de ses revenus jusqu'à 60 000 euros s'il effectue un travail pour la maison mère française et que cela apporte un avantage finalement pour cette maison mère française. Donc il y a des possibilités d'exonération d'impôts à un moment donné pour les country managers. Deuxième avantage très important qui se dénomme loi Beckham en Espagne, qui a été approuvé au moment où ce joueur de football est arrivé au Real Madrid. Et ça s'est maintenu, même si ça s'appelle la loi des impatriés, réellement. C'est que vous pouvez bénéficier d'un taux flat, fixe, de 24% pendant 5 ans et éviter ce taux variable, finalement, des revenus qui va de 19 à 45. Donc, sur des salaires au-delà de 48 000 euros, c'est avantageux d'avoir 24% parce que vous payez moins d'impôts pendant 5 ans déjà. Mais il y a un deuxième avantage à cette loi, c'est que les plus-values de cession mobilière de sociétés non espagnoles ne sont pas taxées en Espagne. Donc, c'est un régime qui a favorisé le déplacement de beaucoup de fondateurs de sociétés françaises qui ont réussi à revaloriser les actions de la société qu'ils ont créée en s'installant en Espagne, en demandant cette bénéfice fiscal finalement, et revendre une société française finalement qui n'est pas imposée en Espagne. Donc c'est des sujets à aborder qui peuvent être très avantageux. Alors, on va rentrer sur la partie, disons, importante qui concerne combien me coûte un salarié et combien va-t-il gagner, finalement des questions que votre salarié vous-même allez vous poser. Donc, combien me coûte mon salarié? On a pris un exemple
simple pour que vous ayez une vision claire du plafonnement des charges patronales en Espagne, qui est très intéressant, c'est-à-dire un salaire brut de 100 000 euros, vu que le plafond de la sécurité sociale est limité à 3 800 euros par mois, et que normalement le taux de charge patronale est de 30%, mais il est plafonné à ce montant-là, vous n'allez avoir que 13 000 euros de charge patronale finalement pour ce salarié. Ce salarié va vous coûter 113 000 euros au lieu d'avoir 130 000 si vous étiez à 30% sans plafond ou presque 50% de charge en France à 150 000. Donc ce salarié va vraiment vous coûter beaucoup moins cher en Espagne grâce à ce plafonnement des charges sociales. De la même manière, le salarié, quel va être son salaire net finalement? Donc, il va avoir un salaire brut de 100 000 euros. Les charges salariales que paye le salarié sont aussi plafonnées à 3 800. Et vu que le taux en Espagne est uniquement de 6,35%, et pas autour des 20% comme vous le rencontrez en France, il y a un vrai gain de ce côté-là. Vous avez moins de charges à payer finalement en Espagne pour le salarié. Donc, un revenu disponible plus important. Et puis finalement, l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, il a un impact si vous choisissez le taux de 24%. Si vous êtes éligible à ce taux pendant 5 ans, effectivement, vous avez un gain important parce que vous avez 11 000 euros en moins d'impôt sur le revenu prélevé, donc 11 000 euros de plus de salaire net pour ce salarié. Donc cela comporte des avantages finalement, ce plafonnement de la sécurité sociale et cet impôt sur le revenu fixe. C'est un avantage pour l'entreprise avec moins de coûts à payer finalement, et un avantage pour le salarié avec un salaire net supérieur. Et donc, on conclut sur l'activité que nous effectuons ici. Donc, comme je le rappelais au départ, on a souhaité faire ce webinaire car c'est notre métier ici localement. Donc, on est Pramex International, donc on est présent dans plus de 15 pays à travers le monde. On accompagne chaque année à peu près 1000 clients. Donc, localement, ici en Espagne, on a 2 bureaux à Barcelone et Madrid. Et donc, on a 100 clients, une centaine de clients avec qui on travaille chaque année. On est aujourd'hui 15 personnes réparties dans les 2 bureaux. Et donc, on accompagne donc sur les différentes fonctions de gestion ici localement. Donc, on est vos experts sur place et on permet aux entreprises françaises de se focaliser sur le cœur de métier et de laisser les sujets des spécificités locales à des gestionnaires locaux comme nous. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis donc voilà notre panel de services. Donc, on vous accompagne depuis l'implantation, depuis la définition de votre projet international, sur sa mise en place. Ensuite, on vous accompagne donc sur l'ensemble des services dont je vous mentionnais précédemment. Et également, on est un appui opérationnel local où on a toute une série, tout un programme de services disponibles qui vont depuis l'analyse financière jusqu'à la gestion du compte en banque et la préparation des paiements, entre autres. Une partie importante, je pense, à mentionner de Pramex, c'est que nous pouvons vous accompagner de A à Z dans l'ensemble de la création de votre structure et l'ensemble de la gestion comptable, fiscale, RH, administrative de votre structure, en étant un peu votre DAF ou RAF externalisé. Et cela apporte la possibilité pour les entreprises françaises de se focaliser sur votre activité commerciale et de laisser Pramex sur cette activité de service professionnel gérer pour vous ces sujets-là. Donc, nous espérons que ce webinaire ait été intéressant et qu'on attend vos questions. Je crois qu'ils sont là. C'est un peu long. Oui. On va pas trop. On va essayer d'agrandir notre écran parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop les questions on a un petit écran aussi de présentation. Je ne sais pas si tu vois les questions. J'ai du mal à les voir. Donc, on demande alors, oui, vas-y. Alors, sur l'établissement permanent, je sais
sais pas si on peut donner quelques exemples. Par exemple, si vous avez vocation commerciale, c'est-à-dire si vous recrutez un salarié pour une activité commerciale en Espagne, à savoir que ce commercial doit faire de la prospection dans le sens qu'il peut trouver des clients en Espagne, mais il ne devrait pas signer le contrat vis-à-vis de ce client, mais négocier le prix. Parce que dans ce cas-là, sinon il se convertit en un établissement permanent. Donc, cette activité commerciale, il faut faire attention à que fait ce salarié en Espagne finalement pour pouvoir matérialiser l'établissement permanent. Donc, un bureau de représentation qui fait une vraie activité de prospection, mais sans agent indépendant ici, ni salarié qui puisse signer les contrats, c'est tout à fait possible et vous n'avez pas de risque d'établissement stable si votre activité se déroule de cette sorte. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai du mal à les voir. Est-ce qu'on peut embaucher si on n'a pas la filiale créée? Non, c'est-à-dire si, que ça soit la situation de bureau de représentation, succursale ou création de structure, toutes ces structures doivent passer par un acte notarié en Espagne. Le bureau de représentation, la succursale, la société anonyme, la société à responsabilité limitée. Et sans la signature de cet acte notarié espagnol, vous ne pouvez pas embaucher de salariés. Donc, dans le processus de création, vous avez ces 60-90 jours d'attente, le temps de contractualiser. Donc, c'est vrai que si vous vous engagez avec un salarié en Espagne trop tôt vis-à-vis du processus de création, cela peut créer des tensions finalement, parce que ce délai de 60-90 jours, difficilement compréhensible finalement, vous empêche de contractualiser ce salarié. Oui, je crois que c'est très important de dire que pour embaucher notre premier salarié ou des autres, c'est très important. S'il n'est pas espagnol, il doit avoir les numéros de sécurité sociale espagnols, parce que sinon, ce n'est pas possible. Oui. Nous avons rencontré des cas où nos clients nous ont posé la question si avec un numéro de sécurité sociale française, on peut embaucher en Espagne. Ce n'est pas possible. Il faut un numéro de sécurité sociale espagnol. Et pour l'obtenir, il faut que le salarié se déplace à un centre de sécurité sociale pour l'obtenir. Donc, il faut en tenir compte au moment de l'embauche qu'un salarié qui se déplace de la France en Espagne ne peut pas être contractualisé le même jour. Il faudra qu'il fasse des démarches. Il y a une autre question. En dehors des aspects contractuels fiscaux, conseillez-vous de recruter un country manager local ou un salarié français expatrié? Je pense que tout dépend de l'expertise et du type de profil recherché, parce que effectivement, l'Espagne, c'est un pays de presque 50 millions d'habitants, donc on va trouver tous les profils adéquats finalement pour une activité donnée. Mais peut-être que la société française préfère avoir un interlocuteur qui parle français, peut-être que c'est important dans le business, et peut-être que c'est plus simple de détacher un salarié qui déjà connaît la maison mère et qui peut travailler en Espagne, sachant qu'en Espagne, vu que vous avez des avantages sociaux sur la partie du plafonnement de sécurité sociale et des avantages en nature, votre salarié détaché va peut-être trouver son compte finalement à habiter en Espagne à un moment donné. Est-ce que vous avez une fourchette de rémunération d'un country manager en Espagne? Ça dépend un peu du secteur. Ouais, du secteur. Disons que nous avons rencontré des country managers à des salaires de 50 000 euros et d'autres qui vont être à 200 000 euros parce que c'est un secteur, disons, très spécifique avec peu de personnes qui peuvent remplir les conditions recherchées. La technologie et tout ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de salaires de country manager entre 50 et 80 000 euros. Vous en retrouvez beaucoup. Mais il faudra voir à un moment donné le secteur s'il n'a pas ses particularités. Le portage salarial permet-il de s'affranchir de la création d'une structure? En principe, oui, mais l'inconvénient du portage salarial, à le temps de créer une structure, effectivement, vous pouvez avoir un portage salarial, mais il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a que les entreprises de travail temporaire qui peuvent, disons, prêter les salariés. Donc, il n'y a pas un système où une entreprise privée recrute un salarié et vous le prête d'une certaine manière pour faire ce portage. Donc, c'est les entreprises de travail temporaire qui ont l'exclusivité en Espagne. Et donc, ils vous prennent un coût élevé pour faire cette prestation. Et beaucoup d'entre elles sont un peu réticentes sur des durées très courtes, c'est-à-dire un portage salarial pour 3-6 mois. Des fois, ça n'intéresse pas trop les entreprises de travail temporaire et donc c'est un système qui n'est pas très utilisé en Espagne finalement.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du taux d'imposition de 24%? Les éléments, il faut ne pas avoir été résident en Espagne les 10 dernières années et avoir un contrat de travail à durée indéfinie, un CDI final. Donc avoir un CDI et ne pas avoir été résident en Espagne. Et être ressortissant européen, parce que s'il y a, avec certains pays, il y a des conventions différentes avec des taux supérieurs. Voilà. Donc, c'est des conditions en principe pas trop compliquées à remplir, c'est-à-dire ne pas avoir été résident fiscal en Espagne les dernières années et avoir un CDI. Et en faire la demande. Alors, il faut faire la demande à l'administration, mais l'administration répond en une dizaine de jours. Et il y a un délai de 6 mois, c'est ça, entre, effectivement. Entre le démarrage de l'activité réelle et puis la sélection. Entre le contrat de travail signé, c'est-à-dire le démarrage de l'activité en Espagne de ce salarié, et la demande à l'administration, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 mois de délai pour faire cette demande. Je voudrais dire quelque chose avant que vous avez parlé des entreprises et des travail temporaire. C'est très important de savoir qu'il y a beaucoup de fois que les salariés, quand ont les contrats avec ce type d'entreprise, sa fiche de paie, il va l'avoir vraiment très tard. C'est très important parce que tu peux l'avoir les 10 du mois suivant. Donc peut-être c'est intéressant de savoir ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions supplémentaires. Il y a une question supplémentaire. Au niveau de du poste équivalent, quels sont les écarts de salaire constatés en France et en Espagne? En fait, ça dépend déjà si le profil est qualifié ou peu qualifié. C'est-à-dire que sur des profils plutôt juniors ou pas encore très seniors avec une qualification qui n'est pas très élevée, on va retrouver en Espagne des salaires bien plus faibles qu'en France. Donc on l'a vu notamment avec le SMIC, qui est ici d'à peine 900 €, même pas 900 €. Alors qu'en revanche, sur des profils très spécifiques, des profils particuliers, il peut y avoir parfois un écart à l'avantage de l'Espagne. Sur certains profils, comme ici c'est parfois plus rare, ils sont parfois mieux rémunérés. Donc il faut vraiment faire cette distinction entre un profil peu qualifié et un profil très qualifié. Bon, c'est tout. Écoutez, on est remercie, voilà. Enchanté de faire cette présentation et puis on est à votre disposition jour et nuit pour répondre à vos questions. Et puis, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et à contacter Cramex pour vos projets internationaux. Pas simplement l'Espagne, nous sommes présents dans 15 pays, mais nous concernant essentiellement l'Espagne, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à tous. Merci Guillaume. Au revoir.